Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler Formule 1, on va faire le débrief, le conseil de classe de ce Grand Prix de Hongrie. C'était la 11e manche, je crois, de ce championnat du monde. Je ne compte plus au bout d'un moment moi, sur les saisons de Formule 1. Ce Grand Prix de Hongrie qui a été magnifique pour les Français avec la victoire d'Esteban Ocon, mais qui a été quand même un Grand Prix assez intéressant, je vous dirai tout ça. Bon, il y aura beaucoup de choses à dire, notamment avec l'abandon de Bottas, l'accident provoqué par Bottas, Pierre Gasly également qui a fait un beau Grand Prix, Hamilton, Vettel. On va revenir, tiens, en parlant de Vettel, comme ça sera fait tout de suite. Mais juste après, le fait de vous dire de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du Grand Prix, à noter pourquoi pas ce Grand Prix également, ou certains pilotes. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, et quand vous abonnez, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment sur les Jeux Olympiques, notamment également sur le cyclisme, dans les semaines à venir, et puis il y aura également les Jeux Paralympiques. Également après les Jeux Olympiques. Bon, on commence tout de suite par la situation de Vettel. Vettel qui est pour le moment disqualifié du Grand Prix pour une raison extrêmement simple. Les commissaires n'ont pas réussi à récupérer 1 litre d'essence. Il faut savoir qu'il y a une règle. À la fin de chaque séance, les pilotes doivent avoir 1 litre minimum dans les réservoirs pour que les commissaires de la FIA puissent le récupérer. Sinon, s'il n'y a pas le litre d'essence, du côté du règlement de la FIA, c'est très clair. Le concurrent a disqualifié de la séance. C'était notamment arrivé à Hamilton, qui avait réalisé, je ne sais plus, une première ligne, une pole position, et qui avait été disqualifié parce qu'il n'y avait pas assez d'essence dans la voiture. Donc c'est déjà arrivé, notamment à Lewis Hamilton. La règle est extrêmement simple. Alors vous allez me dire, c'est une règle bête? Non, car l'essence peut apporter un gros plus de performance au niveau du moteur, au niveau de la fiabilité du moteur. C'est pour ça qu'on est très précis au niveau de l'essence. Pendant très longtemps, du côté de la F1, on a laissé faire au niveau de l'essence jusqu'à 93. Je dirais qu'a été la limite au niveau de l'essence. À partir de 94, on a déjà limité pas mal au niveau des choses que l'on pouvait faire au niveau de l'essence, parce qu'on était arrivé à une escalade des prix, notamment avec Elf et le moteur Renault, et c'était devenu quasiment du n'importe quoi. On avait plus cher sur la saison en essence qu'en pneus ou qu'en moteur, tellement il y avait d'investissements sur l'essence, qui avait permis notamment à Renault de dominer en 92. C'était certes le moteur Renault, mais surtout l'essence apporté par Elf, qui avait énormément permis, et notamment l'essence de synthèse en partie, qui avait permis, avec plein d'additifs on va dire dans l'essence, qui avait permis à Renault et à Williams surtout de remporter très facilement le championnat 92. Et en 93 il y avait eu également encore beaucoup de passe droit, on va dire, par rapport au règlement, et c'est pour ça qu'on a arrêté un petit peu cela. Le problème donc dans la situation de Vettel, c'est que Aston Martin, pardon, cette équipe a tellement de noms que j'ai du mal des fois à me retrouver, dit: je ne vois pas comment la FIA n'a pas pu récupérer 1 litre d'essence, vu que nous, selon nos calculs et selon ce qu'on a vu, il y a 1,7 litre dans la voiture. Et qu'ils disent de toute manière on utilise la même essence pour Stroll que pour Vettel, donc si l'essence de Stroll est valable, l'essence de Vettel normalement est valable. La voiture a été envoyée directement au siège de la FIA, place de la Concorde, pour faire des vérifications supplémentaires, pour savoir pourquoi les commissaires n'ont pas réussi à récupérer ce litre d'essence, ou est-ce que c'est Aston Martin qui a menti et qu'il n'y avait pas 1 litre d'essence dans la voiture. Moi, ça me semblerait étonnant quand même, parce que on est sur le Hungaroring, c'est-à-dire un circuit où en termes de consommation d'essence, c'est pas extrêmement compliqué de faire de la régénération et de lift and coast, vu que les lignes droites sont assez courtes. Et en plus, on a eu un départ de course avec de la pluie, et comme on n'a pas le droit de dépasser certaines valeurs par heure, j'aurais du mal à comprendre comment Aston Martin aurait pu faire pour dépasser la consommation de carburant et ne pas réussir à conserver 1 litre sur un circuit qui n'est pas extrêmement difficile au niveau de la gestion de la consommation normalement. Vous m'auriez dit ça à Bahreïn notamment, je vous aurais dit: ah oui, c'est vrai que Bahreïn au niveau de l'essence c'est pas simple. Ou au Canada, ou à Silverstone. Mais là on est quand même sur un circuit où normalement on peut
conservé pas mal d'essence dans la voiture. Donc ça me semble assez surprenant. On passe à la note du Grand Prix. Après ce moment sur Sébastien Vettel, note du Grand Prix, j'ai mis 17 sur 20. J'ai pas mis plus qu'à Silverstone. Pour une raison simple, c'est que certes, le résultat est incroyable, il y a eu quand même de la bagarre, mais il y a eu peu de dépassements pendant le Grand Prix. Et le premier tour a été incroyable, mais il y a eu quand même un petit ventre mou pendant la course. Il faut le dire, il y a eu un moment où on était sur la course au meilleur tour en course. Donc c'est pour ça que je mets 17 sur 20. Le Grand Prix a été bien, mais je pouvais pas mettre une meilleure note que Silverstone. Voilà, où sur le week-end c'était exceptionnel. Là, les qualifications étaient assez banales. Malgré tout, on a eu un très bon Grand Prix, et c'est pour ça que j'ai noté. Je note le week-end, hein. Quand je dis je note le Grand Prix, c'est que je note le week-end avec les qualifications et la course. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un petit peu en dessous. On commence par le bilan des Bleus. Je vais pas mettre d'habillage flou parce que ça me prend un petit peu de temps et sinon ça va être compliqué au terme d'upload. Je commence par le bilan des Bleus avec Esteban Ocon 19 sur 20. Masterclass d'Esteban Ocon. Déjà, il fallait s'en sortir après le premier tour, hein, et Bottas. Donc là, déjà, il a fait du bon boulot. Et puis après, il fallait bien pas se rater au niveau des stratégies, au niveau des arrêts au stand. On peut saluer le travail qu'a fait Alpine au niveau des arrêts au stand parce que c'était pas forcément leur spécialité ces derniers temps et ils se sont pas plantés. Et puis du côté d'Esteban Ocon, de toute manière, c'était plutôt un bon week-end, 8e en qualification. Il était rentré en Q3 alors qu'il avait enchaîné quand même des grands prix compliqués pour Esteban Ocon. Donc c'est vraiment bien de la part du Français. Et puis après, il a profité des conditions qui étaient difficiles, mais ce sont les très bons pilotes qui arrivent à profiter des conditions difficiles. On peut dire quand même que ça réussit bien aux Français, hein, les carnages au premier tour ou les grands prix un peu compliqués, avec des safety cars, parce que d'un côté comme de l'autre, Gasly et Ocon avaient aussi profité d'une stratégie ratée de Mercedes en passant, avec Hamilton qui s'était planté également à Monza, pour ceux qui s'en souviennent. C'est une belle victoire. Maintenant, c'est 1-1 entre les deux pilotes français. Et puis, c'est important pour Alpine. On peut dire également que c'est un peu la victoire de Cyril Abiteboul, parce que c'est Cyril Abiteboul qui a fait venir Esteban Ocon, qui a fait le choix de prendre Esteban Ocon à un moment où c'était peut-être pas forcément le choix évident l'année dernière. C'est un pilote qui certes avait passé une année sabbatique. On ne savait pas le niveau de performance qu'il aurait. C'est la victoire aussi de Cyril Abiteboul, parce que c'est Cyril Abiteboul qui a remonté le programme F1 de Renault, qui a chopé toute la raillerie, qui a chopé tous les coups durs. Et si aujourd'hui Alpine a réussi à gagner un Grand Prix, c'est aussi parce que l'année dernière, Cyril Abiteboul a fait que Renault a réussi à monter sur le podium de Grand Prix. 3 podiums quand même. Maintenant, à Alpine d'être plus constant et régulier au niveau de la performance. Et le tour sera joué. Mais il faut saluer quand même Cyril Abiteboul. Il s'en est pris quand même plein la gueule pendant 3-4 ans. Cyril Abiteboul, c'était un peu le mec qui se prenait les plus grosses moqueries. Et je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Cyril Abiteboul. Certes, l'organisation de Renault Sport aujourd'hui et de Alpine, c'est aussi Cyril Abiteboul. Et en F1, c'est Cyril Abiteboul qui a apporté quand même beaucoup. Et il ne faut pas le négliger. C'est lui qui a amené aussi Fernando Alonso, Cyril Abiteboul, au niveau des performances. C'est important de le rappeler, qu'il y a quand même des mecs qui ont fait du bon boulot derrière. Donc c'est la belle victoire d'Esteban Ocon, voilà pourquoi 19 sur 20. C'est pas simple, hein, pendant 67 tours d'avoir un quadruple champion du monde à vos trousses, parce que l'écart avec Vettel n'a jamais été supérieur à 1 seconde 8. Il a très bien résisté quand Vettel a eu 2-3 occasions d'attaquer. Il a très très bien défendu, et comme l'a dit Vettel, il a très bien couru. J'étais plus rapide que lui, mais je n'ai pas trouvé l'ouverture. Et sur un circuit comme le Hungaroring, il faut mieux être chassé que chasseur, parce que c'est un circuit où c'est très difficile de dépasser. Et il faut mieux avoir un niveau de performance très élevé et bien se qualifier sur un circuit, sur le tourniquet hongrois, comme on l'appelle, comme on le surnomme. Pierre Gasly, 16 sur 20. 5 en qualif, 5 en course. Pourtant, en course, c'était mal embarqué, hein, avec un premier tour très compliqué pour Pierre Gasly, surtout un premier virage où ça passe pour pas grand-chose, parce qu'il rate son point de freinage avec les 4 qui se font embarquer quand même dans l'accident Bottas. Ça aurait pu se terminer dès le premier virage.
Et puis après, il a eu une course un peu plus compliquée, qu'Esteban Ocon, parce que il s'est retrouvé derrière, notamment derrière Max Verstappen, derrière les Williams aussi. Il a bien géré au niveau des aérostands, au niveau de la stratégie. Puis après, il est passé devant Yuki Tsunoda, qui était assez frustré, Yuki Tsunoda, mais finit quand même à 13 secondes Tsunoda de Pierre Gasly. Donc quand l'ingénieur de Tsunoda disait on a la vision, une vision large par rapport à toi, ils n'avaient pas tort. Et puis de toute manière, Pierre Gasly est mieux classé au championnat du monde pilote que Yuki Tsunoda. Donc Tsunoda, il avait qu'à être plus performant en début de saison et cracher moins de voitures. Il ne se serait pas retrouvé dans cette situation-là. Et puis je pense que dans une équipe, on a plutôt tendance à aider le pilote sympathique avec les ingénieurs que le pilote qui défonce tout le monde à chaque fois dès qu'il y a un truc de pas bien qui se passe pour lui. Et puis de toute manière, Pierre a encore très bon week-end, très bonne qualification. On va bientôt arriver à Monza. On a encore un petit peu de temps, c'est un circuit qui lui a plutôt bien réussi, mais il fait quand même une saison solide, Pierre. On a beau dire, il s'est quand même peu planté cette année. Et il est très très constant. C'est une saison de pilote qui mériterait d'avoir une meilleure voiture. Du côté des pilotes au top, Hamilton, 17 sur 20. Très bon Grand Prix d'Hamilton. Il a attaqué, mais alors magistralement. Je peux vous dire que ça fait partie de ces courses où on sait qu'Hamilton, c'est quand même pas n'importe quel pilote. Parce que la stratégie n'était pas bonne. Parce que le circuit n'est vraiment pas idéal quand tu veux te lancer dans une grande remontée. Parce qu'il a une voiture qui n'aime pas ce genre de situation, c'est-à-dire qu'on sait que la Mercedes n'aime pas être dans l'air sale, et pourtant eh bien, il a réussi à finir deuxième ou troisième du Grand Prix, on verra la décision autour de Sébastien Vettel, et ça c'est fantastique pour lui. Il faut saluer vraiment le travail qu'a réalisé Hamilton pendant cette course. Il partait de la pole, déjà il prend un bon départ, sous la pluie c'était quand même pas évident, et puis ensuite malgré le fait que Mercedes ait totalement raté sa stratégie, notamment en le laissant sur la piste avec les intermédiaires, en même temps c'était pas facile non plus pour Mercedes parce qu'ils n'avaient plus qu'une voiture, et ils se retrouvaient à avoir la voiture qui était tout devant, donc pas forcément évident en termes de stratégie. Et puis il est remonté magnifiquement bien, surtout sur la dernière partie de course. Il finit au bord de l'épuisement, on le voit, il est complètement HS. C'est là où je vous dis à chaque fois, moi, la comparaison que je fais toujours entre Senna et Hamilton. Pour moi, vraiment, Hamilton, c'est le disciple de Senna, dans cette manière à réussir à se dépasser physiquement. Et quand on regarde les interviews, alors il le fait un peu... Il parle beaucoup de la foi, Hamilton, comme Senna. Vous avez les mêmes interviews où il dit qu'à des moments, il y a quelque chose d'au-dessus de lui, qu'il n'y a pas que le travail, on va dire, en pilotage, le travail sur simulateur. Il y a un truc parfois au-dessus, une sorte d'élément qui vient de l'au-delà. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je compare Hamilton et Senna, parce que la comparaison avec Prost, elle n'est pas bonne, la comparaison avec Schumacher, elle n'est pas bonne. Par contre, la comparaison avec Senna, c'est vraiment une ressemblance incroyable. Le fait aussi également que les deux aient plus de pôles que de victoires. Schumacher, c'était l'inverse. Prost, c'était l'inverse. Il y a une vraie ressemblance entre les deux. Il y a une vraie similitude entre les deux. Et du côté d'Hamilton, cette capacité à se dépasser physiquement. Les images qu'on a vues là, à l'arrivée, bon, ça ressemble aux images qu'on avait vues de Senna quand il s'était imposé à Interlagos. Alors, il n'y avait pas l'écrit, mais l'état de fatigue, cette capacité à se dépasser, à lutter contre les éléments. On se souvient notamment de Monaco, il y a 2 ans. Pareil, stratégie complètement ratée de la part de Mercedes, et pourtant, il arrive à s'imposer. C'est un pilote qui arrive à se dépasser à des moments critiques. Et Lewis Hamilton est particulier par sa capacité à se remettre dans le bain de la course, alors que le jeudi, il était en train de faire un défilé de mode, et cette capacité à se dépasser, à se surpasser également, qui sont exceptionnelles. C'est pour ça que je mets un 17 sur 20, 17 sur 20 également sur Vettel. Vettel n'est jamais mort. Un quadruple champion du monde, un champion n'est jamais mort. C'est le cas avec Vettel, c'est le cas avec Hamilton, c'est le cas également avec Alonso. 17 sur 20 pour Vettel. Énorme week-end de Sébastien Vettel, déjà 10e en qualification, encore devant Stroll, mais il fait comme Ocon au départ, il profite de cette situation-là, il se trompe pas au niveau de la stratégie, puis après, il a tout tenté, Vettel, on ne pourra pas lui reprocher, il a tout tenté en course pour aller chercher Ocon,
Mais il est tombé sur un pilote qui était plus fort que lui, sur un circuit qui n'était pas évident. Mais si Ocon il avait fait la moindre petite erreur, c'était fini, c'était Vettel qui s'imposait. Heureusement qu'Ocon n'a pas fait d'erreur, parce que sinon c'était Vettel. Mais Sébastien Vettel, il adore les conditions compliquées quand même. Et les circuits atypiques. Singapour, sa dernière victoire, mais également son dernier podium du côté de la Turquie. C'était des circuits difficiles, des conditions difficiles. Mais ça reste un super pilote et un pilote qui est au-dessus, quoi. Et puis c'est un pilote engagé également, hein, son petit masque couleur LGBT. Moi j'aime bien les sportifs, surtout quand ils performent, mais les sportifs qui s'engagent pour des causes. Et Sébastien Vettel, on sait qu'il est engagé dans les causes également contre le racisme, comme Lewis Hamilton. C'est des pilotes qui sont très impliqués. Moi j'aime bien ça. Ce ne sont pas que des sportifs, ce sont des êtres humains aussi. Et quand on demande aux sportifs de ne pas avoir de réaction, on va dire, politique. Alors, ça doit pas être leur priorité. Je dis pas que ça doit être la priorité, ça doit être la performance. Mais ce sont des pilotes ce sont des sportifs qui peuvent aussi s'engager politiquement et qui peuvent avoir un poids médiatique également très important. Il ne faut pas le négliger du côté de Vettel. Donc on verra s'il y a disqualification, mais de toute manière, c'était une belle course de Sébastien Vettel. Alonso, 16 sur 20. Énorme défense sur Hamilton. Si Hamilton gagne pas la course, c'est aussi parce qu'il y a Fernando, quoi. Quelle défense, mais quel chieur à dépasser, quoi. Alonso, ça me rappelait Weber aussi. Weber, c'est un chieur à dépasser, mais toujours dans la légalité, c'est-à-dire que Hamilton, il a critiqué à un moment, mais pour moi, il a pas fait d'erreur de pilotage, Alonso. Mais qu'est-ce que c'est un chieur à dépasser quand même. Et puis au final, malgré cette résistance, il fait 4 ou 5 du Grand Prix. C'est vrai que là je donne un résultat, mais avec la disqualification de Vettel, il fait 4. Pierre Gasly, c'est 5 ou 6 selon la disqualification de Vettel. Mais putain, quelle course de Alonso, quoi. Et c'est quand même un très bon point pour Alpine, pilote du week-end. Là, il n'y a pas photo. La résistance qu'il a opposée à Hamilton pendant, je sais pas, presque une dizaine de tours. Exceptionnel. En même temps, c'est un circuit qu'il affectionne. Hein. C'est le circuit où il a gagné sa première course en Formule 1, Alonso. Sur Renault, c'est vrai que Renault et Hungaroring, il y a quand même une histoire d'amour particulière. Première victoire d'Alonso sur cette piste. Première victoire du retour également de Renault, c'est sur cette piste. Le jour où il met quand même un tour à Michael Schumacher, à l'époque sur Ferrari. Victoire du renouveau d'Alpine, également sur cette piste. Des fois, il y a des signes comme ça qui sont assez surprenants. Mais du côté d'Alonso, 16 sur 20. Course assez exceptionnelle. Et puis bon week-end de Fernando, quand même. Parce que je rappelle, 9e en qualification, c'était aussi très intéressant pour le pilote espagnol. Sainz, 14 sur 20, il regrettera le crash en qualification. Sainz, bon voilà, le week-end est plutôt bon. Après, hein, il y avait un bon rythme pour la Ferrari, mais ce crash est encore frustrant. Et c'est vrai qu'il a quand même déjà froissé pas mal de voitures, Carlos Sainz. Il va falloir peut-être qu'il ralentisse un petit peu sur la full attaque. Parce que le tête à queue en Grande-Bretagne, il va falloir qu'il se contrôle un petit peu sur son niveau d'attaque en course et en qualif, parce que ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même. Alors elle rapporte des points, mais c'est vrai que là le podium était jouable, voire même la victoire au final, parce que la Ferrari avait un très très gros rythme de course. Latifi, 15 sur 20. Bon Grand Prix de Latifi, 8 ou 7 pour le moment, 7 du Grand Prix. Nicolas Latifi, il a fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Il a bloqué tout le monde sur le premier relais. C'était un petit peu le bouchon, la voiture, le safety car, sauf qu'il n'y avait pas de safety car sur le premier relais. Ensuite, ils ne se sont pas plantés en stratégie, Williams. Là aussi, il faut le noter. Et puis, il a marqué les points et il devance son équipier aussi. Ça, c'est important. Il n'a pas été largué ce week-end par rapport à Russell. Ça avait déjà été le cas l'année dernière. Il avait fait une bonne course au Hungaroring, je me souviens, en F1 l'année dernière. Une bonne qualification. Je crois qu'il s'était planté en course. Il y avait eu un tête à queue ou un truc comme ça, de souvenir.
Mais c'est peut-être son circuit fétiche également à Nicolas Latifi, mais très bon week-end. Très bon week-end pour lui. C'est pour ça que je lui mets 15 sur 20. J'ai mis 14 pour Russell. Là, pareil, il marque des points. C'est des points qui valent beaucoup pour Williams. Pour l'argent déjà, parce que certainement ils vont finir 9e. Mais là aussi dans la reconstruction de Williams, dans le nouveau Williams F1, c'est des points qui sont hyper importants. Et quand tu vois les progrès qu'a fait Williams depuis le début de saison, enfin même depuis l'année dernière, hein, mais sur l'année et demie, tu te dis qu'ils ont peut-être bien fait de virer Claire Williams parce qu'elle était plus vraiment dans le coup et qu'elle gérait plus grand chose. Je trouve que aujourd'hui, ça avec Williams, on sent qu'ils sont sur la voie de la rédemption, du grand retour et ça c'est vraiment bien pour cette équipe. Et donc 14 sur 20 pour Russell, je ne veux pas dire beaucoup plus, à part qu'il a encore fait un bon week-end. Dommage la qualification, s'il avait fait de meilleures qualifs, j'aurais mis 15 ou 16. La qualif était un peu derrière, mais ensuite, bon, bah voilà, ils ont fait une bonne course. Et puis, intelligent également de la part de Williams de le faire rétrograder, de lui faire redonner des positions après le deuxième tour de course pour pas se taper de pénalité. Donc voilà, en plus, il y a une très grande intelligence de la part de cette équipe. Verstappen, 12 sur 20. Il s'est battu quand même. Alors, en termes de résultats comptables, c'est pas bon pour Verstappen, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points, parce que voilà, il est en retrait au niveau du championnat du monde. Par contre, au niveau performance, il a tout donné aussi, Verstappen. Il marque quand même, il marque 2 points, peut-être sur ce Grand Prix, mais il a tout donné, Verstappen. Malgré tout, les vacances vont pas être bonnes. Autant Hamilton, il reprend la tête du championnat du monde, autant chez Red Bull, on va cogiter, parce que ça fait 2 courses où où ça marque pas de points, ou très peu de points, donc c'est sûr que pour Red Bull, c'est 2 Grands Prix déceptifs. Il va falloir se relancer en Belgique, sauf que le Grand Prix de Spa a rarement été excellent pour Verstappen. C'est rarement très bien passé à Spa pour Verstappen. Et puis se relancer également au Grand Prix des Pays-Bas. Là, il y a 2 courses presque à domicile pour Verstappen. Là, c'est le moment de se relancer. Mais ouais, 12 sur 20, déjà parce qu'il rate la pole sur un circuit où normalement Red Bull aurait dû être à son avantage. Et puis derrière, ça lui coûte cher de rater la pole position, de partir 3ème, parce qu'il se fait défoncer la gueule par Bottas. Après, sur l'action de Bottas, il peut rien faire. Et bon, il a tout donné sur le Grand Prix pour bien finir et marquer le maximum de points. Tsunoda, 10 sur 20. Encore une voiture de cassé pour Tsunoda. Son attitude encore catastrophique. J'hésite entre Mazepin, Schumacher et Tsunoda. Cette année, on n'est quand même pas gâté par les débutants, parce qu'il n'y en a aucun qui est parfait, on va dire, qui fait au moins une bonne saison. Je dirais que Schumacher, il y a beaucoup de choses à lui reprocher, Mazepin aussi, mais Tsunoda aussi, parce que là, bon, il finit 6ème, mais alors il gueule tout le temps dans la radio. Putain, à un moment, on a envie de lui dire ferme ta gueule, vraiment. Et puis, son attitude, son pilotage, là encore une erreur en qualification. Je peux pas lui mettre plus, quoi. Parce qu'il finit juste devant Latifi. Il finit qu'il y a 2 secondes d'écart avec Latifi, quoi. À la fin du Grand Prix, tu te dis, super Jean-Claude. T'as mis 2 secondes à Latifi, qualif encore catastrophique, enfin voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses à reprocher. J'ai mis 9 sur 20 à Norris, Perez, Leclerc. Très dur de noter leur Grand Prix parce que ce sont les victimes collatérales de l'accident du premier tour. Donc pour moi 9 sur 20 parce qu'ils ne marquent pas de points, mais en même temps je peux rien leur reprocher d'autre, quoi. Donc 9 sur 20 parce que le week-end est déceptif pour eux, c'est une grosse déception. Après c'est pas vraiment de leur faute, donc c'est pour ça que je mets que 9 sur 20. Raikkonen 8 sur 20, que ça a été laborieux pour récupérer 1 point. Qu'est-ce que ça a été laborieux pour Alpha sur ce week-end de course. Ils étaient un petit peu nulle part, Alfa Romeo, en performance pure. Donc Raikkonen, il marque 1 point, il pourra dire j'ai fini devant Ricciardo et devant mon équipier en qualif et en course. Mais bon, malgré 10 secondes de pénalité aussi, faut rappeler, lors de son arrêt au stand, mais que ce fut dur pour Alpha, et c'est pour ça que je marque un 8 sur 20, parce que
Finir derrière les Williams, derrière Verstappen avec une voiture pétée, derrière Tsunoda, c'est quand même pas la folie pour Raikkonen. Mazepin, j'ai mis 8 sur 20 sur la suspension. Là aussi sur l'accident, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis lui, il a enfin fait une séance de qualif. C'est compliqué de noter le week-end de Mazepin parce que Schumacher ayant été un petit peu nulle part ce week-end, on n'a pas vraiment de point de comparaison pour Mazepin. Vu que les As sont nulle part, quand il y a un pilote qui est encore plus nulle part que sa voiture, c'est compliqué à noter. Donc moi j'ai mis 8 sur 20 sur Mazepin parce que sur l'accident on ne peut pas lui reprocher grand chose. Malgré tout on aurait peut-être pu s'attendre à un petit peu plus de performance de la part de la As. Parce que je rappelle que l'année dernière il y avait un pilote As qui avait marqué un point lors de cette course. En ayant déjà une stratégie surprenante, mais qui avait quand même réussi à marquer un point, ce qui n'a pas été le cas cette année, donc on voit que ça va de mal en pis pour l'équipe américaine. Schumacher 6, voiture cassée en essai libre, il en a pété pas mal de bagnoles quand même depuis Monaco et Bakou, Schumacher, et puis après en course pas de rythme. Avant-dernier du Grand Prix, on pourra dire je finis devant Giovinazzi, mais ça a été vraiment une course compliquée quoi. Pour le pilote allemand. Ricciardo, Giovinazzi, 4 sur 20 pour les deux. Je dirais pas plus, il n'y avait pas de rythme sur ce week-end de course, alors c'est encore pire pour Ricciardo, mais bon, Giovinazzi aussi, 11 et 13, ils sont pas à leur niveau, et niveau de performance catastrophique. Et puis Bottas 2 sur 20, il va encore s'amuser, Toto Wolff à le défendre. Ça va être très compliqué quand même pour Bottas pour trouver un volant l'année prochaine, parce que je me dis que même Alfa Romeo, quel intérêt ils ont à avoir Bottas dans leur équipe? Quel intérêt il y a, vraiment? Là, eux, ils veulent marquer des points à chaque occasion où c'est possible, sauf qu'avec Bottas, il engage beaucoup d'occasions, il n'a pas de rythme de course. Et puis en qualif, il était quand même derrière Hamilton, c'était un peu mieux en qualif, mais il était quand même derrière Hamilton. Et puis, l'accident au premier tour. Alors, tout n'est pas de sa faute, parce que c'est vrai que Norris lui fait un peu une queue de poisson. Mais il doit savoir, sur sa phase de freinage, qu'il aura moins d'appui, parce qu'il a l'aspiration, on va dire, et qu'il n'y aura pas d'air sur les ailerons. Et que donc le freinage va être plus compliqué. Il fait quand même un strike au premier virage, Bottas. C'est pas n'importe quel clampin. On parle d'un pilote qui est chez Mercedes. C'est pas normal de faire un strike à ce niveau-là, je trouve. Alors certes, Norris, je pense, n'aurait pas dû se remettre totalement devant Bottas. Mais on va dire que c'est 80-20. 80% Bottas et 20% Norris qui sont responsables de cet accident. Et puis je termine avec Stroll, 1 sur 20. Week-end oublié pour Stroll. Alors je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête face à Leclerc. Il a complètement raté son freinage de manière assez inexplicable. Qualification pas exceptionnelle non plus. Week-end pas bon week-end pour Stroll. Et il commence à les enchaîner aussi, Stroll, les week-ends. Je dirais pas mauvais, mais pas exceptionnel. Alors qu'à Silverstone, il est sur le podium, mais c'est pas incroyable. Ça fait depuis quelques courses où c'est pas fantastique de la part de Stroll, je trouve. Et là, oui, je peux pas mettre plus que 1 sur 20, quoi. L'accident est totalement responsable et c'est stupide de sa part, parce que quand tu vois la course que fait Vettel, tu te dis, ils auraient pu faire top 5, quoi. Top 5 ou top 6, s'ils n'avaient pas fait cette erreur, Stroll. Donc c'est assez dommageable quand même pour le pilote canadien. On passe au classement pilote et classement constructeur. Du côté du classement pilote, Lewis Hamilton en tête du championnat du monde, donc avec 8 points d'avance sur Max Verstappen pour le moment, vu que Vettel est disqualifié. Ensuite, on retrouve Lando Norris, 3e, qui a 5 points d'avance sur Bottas. Les deux ont abandonné avec Sergio Perez. Donc pour la 3e place, ça ne change pas grand-chose. Carlos Sainz se rapproche un peu avec 83 points devant Charles Leclerc. Et il passe devant Charles Leclerc qui a 80 points. 8e place pour Pierre Gasly avec 50 points, à égalité avec Daniel Ricciardo qui plafonne un petit peu en ce moment. On retrouve ensuite Esteban Ocon, 10e, devant Fernando Alonso, 11e. Puis Vettel, 12e, Tsunoda 13, et Russell
Latifi marquent leur premier point cette saison et les deux passent devant Kimi Raikkonen qui a 2 points et Antonio Giovinazzi du côté d'Alfa Romeo. On va passer au classement constructeur parce que là ça a beaucoup changé du côté du classement constructeur. Mercedes en tête désormais avec 12 points d'avance sur Honda alors que la situation était bien inverse avant cette course. Red Bull a donc 291 points. On retrouve ensuite Ferrari à égalité avec McLaren avec 163 points pour la 3e place du championnat du monde. Puis Alpine qui passe 5e devant AlphaTauri, 6e avec 68 points. Aston Martin qui a fait la mauvaise opération du jour étant 7e avec 48 points avec la disqualification de Vettel et qui se retrouve donc à quasiment 30 points d'Alpine pour la 5e place. Et on retrouve ensuite Williams qui se retrouve à avoir 10 points au championnat du monde, 8e, puis Alfa Romeo donc qui se retrouve 9e et As qui n'a toujours pas marqué de points avec la 10e place au classement du championnat du monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé cette débrief. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la course, à me dire ce que vous avez pensé des pilotes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao.